Alors le temps, voilà, tu devrais voir arriver la fenêtre pour pouvoir te connecter. Félicitations pour C'est cette assez présentation. intéressant de voir en fait parce que les organisations sont différentes. C'était vraiment l'objectif de cette session aujourd'hui. Donc on va pouvoir enchaîner avec Fabrice et puis on aura à la fin le temps de discuter tout ça. On voit très bien ton écran, Fabrice. Je sais pas, dans son intégralité, vous le voyez, parce que moi, je ne suis pas tout à fait en plein écran de mon côté. Non, t'es pas voilà, là tu es en plein écran, c'est parfait. D'accord. Et donc je te Ok. propose d'enchaîner. Donc c'est Fabrice Bauer qui est professeur de cardiologie donc sur l'unité de chirurgie d'insuffisance cardiaque avancée, greffe et assistance HTAP à Rouen et qui va nous présenter un petit peu leur organisation. Et comme ça, on échangera sur les différences par la suite. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. À toi, Fabrice. Merci Clément, merci Guillaume pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. En fait, il va y avoir pas mal de redondance avec Anne-Céline, puisqu'on a une unité qui s'étoffe de la même manière. J'essaie de comprendre. Voilà. Donc, la question et l'objet de la présentation, c'est effectivement la Heart Team avec un seul service allant du patient ambulatoire au patient greffé. Alors, finalement, c'est plus l'esprit de toute cette unité que je vais vous décrire et quel a été le cheminement pour arriver à quelque chose de relativement structuré avec un résultat qui est probant pour nous. Alors, le pourquoi, c'est tout simplement… J'essaie de passer à la diapositive suivante, mais ça ne marche pas. Alors, le pourquoi, en fait, on entend beaucoup parler en ce moment d'insuffisance cardiaque, de patients hospitalisés avec un parcours patient qui est tout en haut, qui est celui de l'initiative de la CPM et des ARS, qui est un parcours de soins qui est extrêmement important, mais quand on est dans la greffe et l'assistance, je pense qu'il y a un parcours de vie qui est au moins tout aussi important et qui est imagé par cette diapositive et que l'on connaît tous avec cette évolution qui a une temporalité non pas de quelques jours à quelques semaines, mais de plusieurs années, parfois plusieurs décennies. Alors, le stage A, c'est tous les facteurs de risque prédisposant à l'insuffisance cardiaque. Le stage B, c'est le patient qui a une insuffisance cardiaque avérée, mais sans symptômes. Le stage C, c'est celui qu'on prend souvent en charge à l'hôpital, avec un niveau de sévérité qui est assez variable. Et ce que l'on représente, Anne-Céline et moi, c'est avant tout le stage D, ces patients qui effectivement sont soit complexes, soit avancés avec des décisions derrière de greffe et d'assistance. Alors pour moi, c'est extrêmement important parce que vous allez voir un peu le déroulé de cette diapositive et puis les points de rupture qu'il a fallu lever au cours des 10 dernières années pour arriver finalement à une fluidité dans ce parcours de vie et qui, pour moi, a différencié du parcours de soins. Alors le stage B, pour nous, en tout cas, petit hôpital de périphérique avec une grande ruralité, le stage B est essentiellement pris, et vous le verrez tout à l'heure, par les cardiologues de ville avec des fractions d'éjection basse ou normales. Le stage C, c'est évidemment le patient qui est hospitalisé pour une insuffisance cardiaque avec des sévérités qui sont assez variables, avec un point important sur la classification Intermax pour un traitement adapté. Et évidemment, le stage C, c'est les patients qui sont beaucoup plus avancés. Et je ferai une petite, effectivement, un aparté sur le choc cardiogénique, puisque nous, on a mis en place la Shock Team, et avec un début qui est relativement difficile en fait. Et dans tout ça, effectivement, il y a une prise en charge des patients qui n'est pas exclusivement hospitalière, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que une grande partie de l'insuffisance cardiaque et les 9/10 des insuffisants cardiaques ne sont pas à l'hôpital et sont en ville. Et il faut laisser la main à nos collègues de cardiologie libérale, mais pour autant, il faut éviter tous les points de rupture. Et il y en a beaucoup en fait, et c'est ça qu'on a levé nous au cours du temps. Alors le premier point de rupture, c'est que il y avait un problème d'adressage entre la cardiologie de ville et l'hôpital. Ensuite, et souvent dans les hôpitaux, il y a un point de rupture entre les cardiologues qui prennent en charge des patients qui ont on va dire des gravités intermédiaires. Et souvent, on a du mal à faire le pas, ou en tout cas, on ne tenait pas le pas qui permet de faire du lien avec les insuffisants cardiologues avancés que nous sommes. Et puis, on a fait un vrai constat en Normandie, c'est que le choc cardiogénique est parfaitement connu par les réanimateurs et les médecins des soins intensifs, mais le passage du choc cardiogénique vers l'avis du centre de greffe et d'assistance, il est beaucoup moins clair, à l'exception des patients qui sont Intermax 1, c'est-à-dire en crash and burn. Donc tout ça, s'il a fallu lever ces différents points de rupture, et l'idée, c'était de créer une seule et unique Heart Team qui est en mesure de prendre en charge tous ces patients. Donc, vous comprenez bien qu'il a fallu lever les différents points de rupture. Alors, l'esprit, c'est la géographie. La géographie, c'est d'avoir un service unique
qui prend en charge les patients, en tout cas, stage B, stage C et D. Donc, vous voyez ici sur la diapositive, les stages C, c'est des patients que l'on voit finalement un peu tous les jours, qui sont en insuffisance cardiaque, on va dire 2-3, qui décompensent de temps en temps. Et les stages D, c'est des patients qui sont effectivement avancés avec des gravités assez variées. Donc, l'unité géographique est extrêmement importante. Et ça, c'est finalement en image la réelle configuration du service d'insuffisance cardiaque du CHU de Rouen, avec 2 ailes composées l'une de 4 salles, avec 2 salles de consultation, une salle d'échographie cardiaque et de matériel de LVAD, et une salle d'éducation thérapeutique. De l'autre côté du couloir, il y a l'autre aile qui est plus dédiée, on va dire, au stage D avec les post-greffes. Et adossé à ça, bien sûr, il y a un hôpital de jour qui est constitué de 6 fauteuils exclusivement, avec bien sûr la consultation assez traditionnelle, mais également les cures de pharyngecte. Et on a un secrétariat qui est dédié pour ça. Lorsque l'on a besoin d'une hospitalisation plus complexe, eh ben, ça peut se faire en âge de semaine en cardiologie ou en hôpital de semaine, en chirurgie cardiaque également, lorsque on a besoin d'une confrontation avec le chirurgien cardiaque pour ces patients qui sont relativement complexes. La deuxième chose, c'est la proximité géographique du plateau technique. Alors, vous voyez ici la salle de VO2 max, elle est à 10 mètres de notre hôpital de jour, tout comme le cathétérisme cardiaque droit et tout comme la salle d'échographie cardiaque. Et ce que disait Anne-Céline tout à l'heure, c'est vrai, c'est que l'on couple, nous, volontiers, l'échographie cardiaque à la consultation, parce que ce n'est pas des échographies cardiaques de tout le monde, ce sont des échographies cardiaques assez complexes, parce que derrière, il peut y avoir de la discussion sur le MitraClip, sur des prises en charge d'hypertension pulmonaire complexe, sur des ajustements de volémie, etc., etc. Donc, nous, on tient absolument à ce que tout ce plateau technique soit dédié à l'insuffisant cardiologue et surtout en proximité. Donc, ici, on a une VO2 max qui est réalisée à 10 mètres du centre de l'hôpital de jour d'insuffisance cardiaque. Nous, on a opté pour de la VO2 max un peu de pointe avec du sang capillaire pour faire effectivement des saturations en permanence. Donc, vous voyez que le patient est équipé d'un système de saturation capillaire au niveau du lobe de l'oreille, ce qui donne des résultats extrêmement fiables sur la VO2 max. La salle de biopsie de cathétérisme cardiaque droit, elle est également dédiée aux insuffisants cardiologues, donc il n'y a pas de délégation de tâches à la cardiologie, on va dire entre guillemets générale. Et ici, vous avez le docteur Catherine Daffé-Bizet qu'Anne Céline connaît bien, qui est en train de faire une biopsie myocardique. C'est une photo qui a été prise ce matin dans le service de chirurgie cardiaque. Enfin, on a effectivement une salle d'échographie qui est dédiée greffe, assistance, pré-greffe, malade complexe, insuffisant cardiaque complexe ou avancé, avec systématiquement, et ce n'est pas une blague, une mesure de la pression artérielle qui se fait en direct au moment de l'échographie cardiaque pour que les paramètres échographiques puissent être corrélés aux paramètres hémodynamiques du patient. Alors, cette proximité géographique avait un seul et unique objectif, c'est effectivement l'interaction entre les différents intervenants au sein de cet hôpital de jour, car encore une fois, en tout cas pour les hôpitaux périphériques et que je représente en particulier, on avait énormément de points de rupture entre les hôpitaux, on va dire les CHG et le CHU, entre la cardiologie de ville et les CHG et le CHU, parce qu'on avait assez peu de communication, probablement une méconnaissance de la stratification du risque de ces patients. Donc l'interaction, c'est au cœur de l'esprit de cet hôpital de jour. Les médecins, ils sont parfaitement connus. Le docteur Daffé-Bizet, que vous avez vu en photo tout à l'heure pour la biopsie, le docteur Gay qui nous a quittés, mais qui garde une vacation au CHU de Rouen. Je m'occupe essentiellement des pré-greffes des patients complexes. On a le docteur Faubel qui revient des États-Unis et qui prend en charge l'insuffisance cardiaque, on va dire, de niveau C. Adossé à ça, il y a 3 infirmières de compétences insuffisance cardiaque. On n'a pas d'ISPIC. Ces infirmières qui sont compétentes en insuffisance cardiaque sont polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire autant un pharyngecte qu'accompagner un des médecins dans une biopsie myocardique, par exemple. On a une IPA qui est authentifiée, qui est mi-temps avec le service de pneumologie, ce qui nous aide bien pour l'interaction avec toutes les pathologies respiratoires. Et la LVAD coordinatrice est en cours de recrutement depuis 2020. C'est un sujet qui est un peu complexe et sensible en ce qui nous concerne. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Je pense que Anne-Céline a largement détaillé tout à l'heure. Je serai plus succinct. Donc, on prend en charge des patients qui sont en décompensation avec systématiquement la phase d'éducation, de titration,
Pour nous, la réadaptation cardiaque, elle est externalisée vers un centre privé périphérique. Bien sûr, y est adossé la télésanté, le télémonitoring des patients, l'éducation thérapeutique des patients qui sont décompensés ou pas, c'est quelque chose de systématique. On prend en charge, et on s'y attelle beaucoup, les comorbidités. J'ai mis en rouge volontairement le programme GREFF-OB, c'est un programme qu'on a développé à Rouen, pour lequel on est un petit peu attaché, qui est développé avec les nutritionnistes, parce que finalement, on nous adresse pas mal de patients de moins de 65 ans, voire moins de 70 ans, dont le BMI est largement au-dessus de 35, et vous comprenez la complexité d'envisager une greffe cardiaque ou une assistance. Donc, on a mis en place le programme GREFF-OB, et je vais le détailler un tout petit peu sur la diapositive suivante. On prend en charge tous les autres malades sur autre adressage. Une grosse partie de notre travail, c'est la stratification du risque avec le cathétérisme et la VO2. C'est plutôt un peu le cœur de mon métier dans cette unité. On a un suivi pré-greffe et un suivi post-greffe, et c'est surtout le guichet unique avec les cardiologues libéraux et les autres services, c'est-à-dire les CHG, qui nous adressent assez peu de malades, et la cardiologie libérale qui méconnaît l'insuffisance cardiaque, qui est en train de progresser et qui est même parfois déjà bien avancée. Alors, j'ai un petit bug. Pour lever les autres freins, je vous montrerai tout à l'heure, le programme GREFF-OB. Alors, le programme GREFF-OB, c'est un programme que j'ai développé avec une nutritionniste du CHU, dont l'objectif, chez des malades qui sont avancés, avec des BMI au-delà de 35, donc avec une contre-indication potentielle et qu'on espère transitoire à une greffe cardiaque, c'est effectivement de les mettre dans un programme accéléré programme accéléré nutritionnel et de chirurgie bariatrique, car tout patient obèse actuellement a un délai incompressible de 11 mois qui est à l'initiative de la sécurité sociale avant d'envisager une prise en charge chirurgicale. Et ces 11 mois, c'est effectivement toute la partie psychologique, nutritionnelle, réentraînement, effort, etc., etc. Et parfois, ce temps est délétère pour les patients en attente de greffe. La mortalité, on la connaît. Donc, nous, on a réussi à réduire ce délai à 3 mois, et au terme d'un effort considérable avec la sécurité sociale qui accepte le principe, et tant et si bien que lorsque l'on a un malade de moins de 65 jusqu'à 70 ans, candidat à une assistance ou une greffe, eh bien, on se coordonne avec les nutritionnistes et les cardiologues de greffe et d'assistance pour envisager assez rapidement cette chirurgie bariatrique dans un contexte qui est extrêmement sécurisé, puisque les anesthésistes sont sur le coup, puisque les chirurgiens digestifs sont sur le coup, et que la préparation du malade à cette chirurgie bariatrique potentiellement pour l'amener à la greffe, elle se fait avec une RAC et une préparation de réanimation, parfois précédée de lévocimendant quand on est convaincu que ça marche. Voilà le programme GREFF-OB. Alors, les autres points de rupture qu'on a dû soulever, c'est entre les patients ambulatoires stage B, c'est-à-dire ces patients qui sont finalement assez peu symptomatiques, voire pas du tout, que nos cardiologues de ville prennent en charge, et l'hôpital. Alors, pour cela, on a développé une petite application qui est basée sur la scorification de nos insuffisants cardiaques de ville. Et il était nécessaire, pour faire simple pour les cardiologues de ville, de non pas leur balancer les scores magiques ou je ne sais lequel avec des quantités de paramètres qui sont ingérables en ville, mais plutôt, et moi dans ma culture d'hypertensiologue pulmonaire, d'utiliser un score basé sur des facteurs de risque. Et les facteurs de risque principaux pour la médecine ambulatoire, on les connaît. Ils sont basés sur 4 paramètres, et on a utilisé, nous, le score UCLA qui marche remarquablement bien, pour lequel on a fait une application qui s'appelle GoToGreffe. Donc, vous avez le lien si vous voulez le visiter. C'est www.gotogreffe.fr, et on accède à une page Internet. Et sur cette page Internet, il y a les 4 paramètres essentiels pour la médecine de ville, qui sont la possibilité ou l'impossibilité de titrer les malades, le degré de NYHA, le NT-proBNP et le pic de VO2. Et cette application donne un score de probabilité de survie à 1 an. Et lorsque l'on est en dessous de 85%, bien sûr, on demande un adressage systématique. Et quand on est au-dessus de 85% et à moins de 95%, on demande à être contacté. Et ça a boosté, mais considérablement, l'adressage des malades en raison de la simplicité de l'application qui est mise à disposition de notre cardiologue.
Troisième point de rupture qu'il a fallu lever, c'est effectivement entre les services d'USIC. Excuse-moi Clément, mais c'est pas si simple que ça d'avoir de l'adressage des réanimations médicales périphériques et des USIC vers le centre de greffe. En tout cas, en Normandie, le message, c'est qu'on n'adresse que les Intermax 1 quand ils sont crash and burn, et on sait que la mortalité, c'est pas tout à fait la même que quand ils sont doucement glissants, et on préférerait les voir doucement glissants que quasiment terminaux. Et pour lever ce frein, donc Anne-Céline l'a évoqué tout à l'heure, nous on a le téléphone de la Shock Team dont le numéro s'affiche sur la diapositive, qui est en place depuis maintenant 3-4 mois. Alors c'est laborieux, ça nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de communication. En tout cas, ça a été développé par un de nos chirurgiens cardiaques qui est le docteur Aludat, avec un parcours patient qui est extrêmement bien coordonné entre le patient qui est intra-CHU et le patient qui est extra-CHU via l'UMAC, avec une coordination instantanée de 3 médecins indispensables. C'est le chirurgien cardiaque, l'anesthésiste réanimateur et le cardiologue de greffe et d'assistance, avec une réponse instantanée, puisqu'il suffit de faire le 07 et puis de se coordonner pour la gestion téléphonique de l'appel. Donc tout ça, c'est en cours d'installation. Encore une fois, Anne-Céline, là, vous allez le mettre, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a beaucoup d'énergie à y mettre, et il faut beaucoup changer les cultures des collègues qui prennent en charge ces patients terminaux en choc cardiaque. Alors, une fois qu'on a mis toute cette proximité géographique, tout ce plateau technique, qu'on a levé tous les freins, il va falloir quand même qu'on se réunisse une fois de temps en temps pour discuter des dossiers. Donc, la Heart Team Insuffisance Cardiaque de Rouen a des membres permanents. Ils ont été nommés tout à l'heure par Anne-Céline, les chirurgiens cardiaques, les cardiologues de niveau 1, 2, 3. Donc, le niveau 1, c'est celui qui prend en charge titration, éducation et puis un peu réadaptation. Le niveau 2, c'est lorsque l'on commence à être avancé, c'est-à-dire le stage D de la classification américaine. Et le niveau 3, c'est le post-greffe. On a systématiquement des anesthésistes, il y a toujours le psychologue présent, et on demande à ce que les référents MitraClip, défibrillateurs, TAVI, Coro, si nécessaire, soient présents lorsque effectivement le dossier s'adresse à ces confrères-là. Après, on a des membres invités qui ne sont pas nécessairement présents. Ils sont là essentiellement pour la présentation de leur dossier. Et les non-cardiologues, ce sont effectivement les correspondants qui sont indispensables à la gestion d'un dossier, qu'on va dire, d'insuffisance cardiaque avancée et, en plus de ça, complexe. Donc, néphrologue, pneumologue, nutritionniste, si besoin, un peu plus exceptionnellement les gériatres. Donc, c'était alors c'est une photo que j'ai prise avant que tout le monde arrive avant-hier, puisque, en fait, nous nous réunissons tous les 15 jours, on va dire, pour les dossiers froids à tiède, à l'exception des dossiers chauds, c'est le fameux 07 de la Shock Team. Donc, vous avez ici, autour de la table, les quelques premiers arrivants de notre réunion d'avant-hier, avec des internes, Catherine Nafébizé que l'on reconnaît, Shadia Ludat qui est à côté de Catherine Nafébizé, avec la chemise verte, c'est moi. Tout au fond, on voit une caméra parce qu'en fait, on est maintenant en téléconsultation, en avis, téléexpertise avec le centre du Havre, le centre de Dieppe et le centre d'Évreux. Elbeuf est un petit peu plus près, mais surtout, vous le savez peut-être, Caen a perdu la greffe et l'assistance il y a maintenant 2 mois, et une partie des patients sont discutés maintenant par visio avec le CHU de Caen, et ça marche plutôt pas mal puisqu'on les a vus à 2 reprises depuis la perte de l'agrément. C'est la diapositive de conclusion. Je pense avoir passé les quelques messages rouennais et puis l'esprit et la structuration rouennaise. En tout cas, nous, on fonctionne en Heart Team. Je ne détaillerai que les forces et les opportunités. C'est une diapositive qui a été reprise du TAVI, mais finalement, tous les termes ici présents résument un peu ce que l'on attend de cette Heart Team, c'est de combiner les connaissances des disciplines multiples. C'est la raison pour laquelle on demande à ce que tous les cardiologues de tout niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3, soient présents. C'est l'ajustement des scores de risque. C'est extrêmement important. On utilise pas mal les scores de risque. Et la sélection optimale, non pas de la voie d'accès, mais du meilleur traitement pour nos patients entre assistance, greffe et parfois soins palliatifs qui fait partie de l'arsenal thérapeutique. Le choix des meilleures et des bonnes options, le choix de l'opérateur, etc., etc. Les opportunités, Anne-Céline les a rappelées tout à l'heure, c'est l'inscription des patients dans des essais randomisés. Nous, on a un patient qui a été effectivement
mis en buvade. On a un deuxième patient qui est en attente et qui réfléchit tranquillement et qui va probablement être screené avant la fin de l'année. L'intégration des nouvelles modalités, des soins centrés sur le patient. Et effectivement, il y a une grande satisfaction de savoir que de la part du patient, de savoir qu'il est dans une Art Team, c'est-à-dire que des différents correspondants le prennent en charge. Les programmes d'éducation et de formation continue, effectivement, on fait aussi un petit peu de pédagogie, on fait un petit peu de recherche autre, plus académique, locale et avec des bibliographies. Donc, voilà notre structuration rouennaise. Et le résultat probant, il est sur la diapositive. Hein. Il est clair que vous voyez ici un peu la temporalité de la greffe et de la greffe, pas de l'assistance, mais de la greffe à Rouen depuis 2006. On a eu une pente extrêmement dangereuse à partir de 2016-2017, puisqu'on était toujours à peu près à 11, 12, voire 14 greffes. Le score greffe a certainement un petit peu pénalisé les possibilités de greffe sur Rouen et on est dangereusement tombé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, à 4 greffes avec le risque que vous connaissez de perte d'agrément. C'est ce qui s'est produit à Caen. Et de redynamiser et de restructurer tout ça, eh bien, 2021, ça a été 11 greffes pour nous et là, on est déjà à 10 greffes cette année. Donc, on est plutôt assez confiant et effectivement, il faut insister que la structuration de la ville jusqu'à la greffe et l'assistance est quelque chose d'extrêmement important avec une fédération autour de médecins compétents, d'infirmières, de professionnels non médicaux, etc. etc. C'est extrêmement capital. Voilà, je vous remercie. Et merci beaucoup Fabrice pour ce topo avec des visions assez proches de celles d'Anceline, mais quand même différentes avec le contexte. Ce que je propose, c'est peut-être d'avoir l'avis de Michel Kindo, donc qui est à Strasbourg, avec une autre approche, une autre équipe par rapport à cette organisation. Avant, j'aurais juste une petite question pour vous deux. C'est sur l'insuffisance cardiaque. Finalement, on a l'impression que l'insuffisance cardiaque tout venant se prend en charge sur la même unité, structure que la partie insuffisance cardiaque avancée. C'est un ressenti qui est faux de ma part à votre écoute ou c'est réellement le cas? Alors, chez nous, c'est en effet un peu séparé, c'est-à-dire que les insuffisances cardiaques tout venant ou des stades moins avancés sont pris en charge dans les autres secteurs, en particulier un autre secteur de cardiologie 1 chez nous, et on bénéficie justement de cet affichage qui fait que sur l'hôpital, dès qu'un patient a les critères de jeune et grave avec le I need help, des recommandations de l'ESC, eh bien alors tout de suite on est contacté, on fait notre évaluation, soit on le prend dans la filière tout de suite, on donne un avis, mais voilà, nous on est réellement sur les patients insuffisants cardiaques avancés et je ne m'occupe pas et on ne s'occupe pas des autres hôpitaux de jour, des patients qui sont moins avancés, pour lesquels il faut structurer stratifier le risque. On est vraiment sur l'avancée et que ça. Super, merci. Juste, moi, je fais un petit commentaire. Nous, à Rouen, on est plutôt complètement décloisonné. Alors, effectivement, je n'ai pas parlé des patients beaucoup plus vieux, hein, les insuffisants cardiaques à fraction préservée, etc. Un décloisonnement qui est volontaire parce que maintenant, l'âge, alors c'est très clair quand même dans la science cardiaque, greffe et assistance, qu'on ne peut pas greffer jusqu'à un âge canonique, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour le LVAD, ce n'est pas si simple que ça. Nous, là, on est en train de screener une malade de 74 ans, ce qui veut dire qu'il faut faire attention de ne pas trop catégoriser les malades. Donc, on a voulu volontairement décloisonner. On a des patients qui ont des cancers jeunes avec des dysfonctions ventriculaires gauche. On a voulu décloisonner pour que les insuffisants cardiologues, on va dire un peu tout venant, nous en parlent, quoi qu'il arrive, même s'il y a une contre-indication qui est évidente. Il faut que ce soit validé par les médecins de greffe et d'assistance. Donc, nous, c'est plutôt décloisonné parce que la frontière, elle n'est pas toujours si simple que ça. On est complètement d'accord. Peut-être, Michel, on te laisse prendre la parole. Merci. Je tenais à féliciter les équipes de l'HEGP de Rouen parce qu'effectivement, ce qu'ils ont développé et mis en place, c'est la référence qu'on doit avoir dans chaque centre de niveau 1. Je pense que c'est très important le développement de ces structures et on voit par leurs résultats, que ce soit à l'HEGP ou à Rouen, le niveau de référencement et les résultats par la bonne sélection des bons patients pour les assistances ou pour la greffe, que ces résultats suivent. Donc oui, j'applaudis très fort, je dis bravo à ces deux équipes.
Je pense que l'exemple que vous avez mis en place et l'énergie que vous avez utilisée pour développer ces structures doit constituer réellement une référence en France. Ce type de structure individualisée, multidisciplinaire, prenant en charge les patients, c'est ce qu'attend tout le monde d'un centre de niveau 1. C'est-à-dire qu'il y a l'assistance et la greffe de longue durée. Et il faut qu'effectivement, il y ait une visibilité très forte. Et je suis convaincu que le travail de France Max, de réunir de façon très ouverte les cardiologues, les chirurgiens et les anesthésistes réanimateurs et les médecins intensivistes est quelque chose de primordial. On est resté trop longtemps avec l'assistance dans le giron de la chirurgie cardiaque, avec les chirurgiens qui avaient une sorte, on va dire, de leadership dans les indications, la sélection, etc. Et ce que vous avez mis en place montre la pertinence et la nécessité de décloisonner. Les cardiologues de ville, quand ils ont des patients d'insuffisance cardiaque avancée, ils ont besoin de savoir qui appeler, qu'il y ait une réponse rapide et une prise en charge adaptée. Et malheureusement, ce qu'on voit actuellement avec la diminution du nombre de cardiologues en ville, c'est que les taux de référencement après un épisode de décompensation cardiaque peut être très long avant que le patient voit son cardiologue de ville. Dans certaines régions, on atteint des durées de plus de 100 jours avant que le patient soit revu. Et les centres de référence, le suivi des patients, malheureusement, c'est ce qu'on voit nous ici à Strasbourg, parce qu'on n'a pas encore atteint ce niveau d'organisation. Les patients, ils sont perdus de vue, finalement, ils sont réhospitalisés dans un autre hôpital. Et finalement, tous les critères, les recommandations qui sont là, avec les recommandations de 2020 de l'ESC, finalement, c'est peu appliqué en France. Et effectivement, il faut qu'on travaille tous ensemble. Vous avez une expérience très forte, vous avez utilisé beaucoup d'énergie pour développer. Et je pense qu'au sein de France Max, travailler sur ces unités, et c'est très important que vous soyez présents, et je sais que Anne-Cécile a déjà répondu. C'est important parce que, par exemple, pour les infirmières coordinatrices, pour l'instant, on n'a pas de protocole national pour ces infirmières coordinatrices. On n'est pas allé vers l'HAS pour avoir ces infirmières coordinatrices qui soient financées par les hôpitaux. Avoir un protocole de coordination, c'est des infirmières qui ont une valorisation de 80 € par mois net. Donc, pour construire toutes ces équipes, on a besoin d'être tous ensemble, de réunir nos forces. Les chirurgiens, bien sûr, ont leur mot à dire, mais c'est un domaine de la cardiologie où on doit travailler ensemble pour que on aboutisse enfin à une prise en charge adaptée au XXIe siècle de nos patients en insuffisance cardiaque avancée. Donc, vraiment, bravo à tous les deux. J'espère qu'on pourra compter sur vous parce que ce que vous avez développé, c'est rare. On voit les chiffres d'implantation des assistances dans vos deux centres qui augmentent. On voit vos résultats qui sont très bons. Et c'est simplement la démonstration que quand on met beaucoup d'énergie, on arrive à des choses formidables. Et c'est ce qui est attendu par la population et pour prendre en charge ces patients. Donc, vraiment, toutes mes félicitations. Le point intéressant dans le montage c'est évidemment le multidisciplinaire, c'est là où il y a le plus de blocage, puisque c'est là où les égos, les territoires peuvent jouer, et c'est là où ça frotte et malheureusement où ça freine. Et le deuxième point que tu as très bien mis en évidence, Fabrice, c'est les différentes zones de blocage entre ville et hôpital. Et bravo, je ne connaissais pas ton appli GoToGreffe, qui est GoToElvad aussi finalement, et j'ai ouvert pendant que tu t'en parlais. C'est hyper simple, et pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on va diffuser si tu es OK, nous sur les réseaux sociaux de Reikatra, et puis moi au sein de mon équipe et au sein du réseau autour de notre CHU. Et ça me donne l'occasion de passer peut-être la parole à Alexandrou, qui va nous apporter le point de vue des cardiologues non sur centre tertiaire, mais qui voient en effet beaucoup plus de malades que nous en pratique. Alexandrou, si tu es avec nous. Oui, bonjour. Oui, désolé, ça capte un peu mal. D'abord, félicitations pour les deux présentations. Honnêtement, moi, j'ai appris beaucoup. Je pense, juste pour continuer, félicitations pour l'application. Je pense qu'elle est
il faut la médiatiser fortement. Et je pense aussi qu'il faut exploiter votre expérience dans des articles scientifiques et également dans des recommandations au niveau national, mais même au niveau européen. Parce qu'effectivement, tout ce qu'on a discuté ici, en réalité, on fait pas comme comme on dit, quoi. Et dans ta pratique, Alexandro, en centre, on va dire secondaire, je crois qu'à Besançon, vous avez tout ce qui est interventionnel, mais bien sûr pas l'assistance à la greffe, où vous dépendez peut-être de Clermont, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, tout à fait. À Montluçon, oui, à Montluçon, on dépend de Clermont-Ferrand. Donc, on a une unité mobile qu'on appelle si besoin. C'est très très rare parce que de toute façon les patients. Alors je parle de l'aigu. Donc quand on se retrouve avec un patient aigu en défaillance cardiovasculaire, on a le l'UMAC qui intervient de CHU de Clermont-Ferrand. Et pour tout ce qui est patient chronique, on a nos interlocuteurs à Clermont-Ferrand, mais il n'y a pas de protocole très clair. Effectivement, parfois moi je reçois les courriers 3 mois ou 6 mois après. Voilà, il y a toutes les difficultés qu'on connaît tous dans la pratique usuelle. Voilà, excuse-moi, je t'ai pas laissé finir la question peut-être. Ta question. Non, mais c'était ça, c'était de discuter un petit peu les freins qui peuvent y avoir justement à l'adressage, ou même ça peut être aussi des freins éducationnels sur la formation peut-être d'internes ou de médecins à la sensibilisation à l'insuffisance cardiaque sévère, parce que c'est aussi un problème. On est tous pris par nos urgences quotidiennes et qu'on n'a pas toujours le temps de se former, de remettre à jour les connaissances sur les nouveautés, sur la limite de la greffe. C'est des questions qui reviennent souvent quand on discute quand on fait comme ça des EPU, c'est « Ah, mais jusqu'à quel âge on peut mettre un LVAD ?» Et il y a des patients qui sont parfois non adressés par manque de connaissances sur des critères un peu de limitation. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ce qui nous manque, nous, ou à moi, si tu veux, mais c'est aussi pour mon petit centre de cardiologie où on a de la coronographie, c'est les staffs multidisciplinaires et les staffs avec les CHU. Mais je sais très bien que les collègues de CHU n'ont pas suffisamment de temps. C'est compliqué hein, dans cette pénurie. On est surchargé avec les gardes, les assistantes et notre travail et après avec la vie de famille, donc on n'a pas suffisamment de temps. Je pense qu'il faut d'abord, en ce qui concerne les hôpitaux secondaires, je pense qu'il faut les inclure un peu dans le dialogue pour qu'ils soient un peu à jour avec les indications, avec la conduite à tenir, avec un adressage précoce. Il faut également identifier à qui adresser et comment faire. Et en parallèle, il fallait mener un travail des paramédicaux pour mieux prendre en charge les patients en insuffisance cardiaque sévère où le moindre gramme de sel ou j'en sais pas facteur favorisant peut les décompenser rapidement. Voilà. Ce qui serait intéressant, Alexandrou, c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est hyper bien que tu sois avec nous aujourd'hui, c'est qu'on arrive avec le CNCH à diffuser probablement l'application proposée par Fabrice Bauer, qui est quand même d'une simplicité redoutable et qui devrait pouvoir nous permettre du coup de screener très facilement, parce que quand tu as 20 consults dans l'après-midi, tu passes de l'HTA au bilan de malaise, au bilan du sportif, et qu'au milieu, il y a un insuffisant cardiaque, te dire, tiens, lui, en 5 secondes, finalement, il est peut-être plus grave que ce que je pensais. Et puis, à côté, nous, faire un travail un peu plus global pour recenser les différentes équipes et leur numéro d'appel direct. C'est-à-dire, on pourrait se débrouiller peut-être, il faut qu'on voit ça avec Fabrice, pour avoir associé à votre appli peut-être le numéro de téléphone que vous avez, qu'on a nous aussi, hein,
unique et qui permet d'être appelé. C'est vrai qu'on fait des tours les uns et les autres de PU tous les ans, tous les 2 ans, puis il y a le Covid, donc des fois ça fait 3 ans qu'on n'y est pas passé. Les équipes changent dans les hôpitaux périph' ou dans les cliniques, et donc ça se perd ces habitudes-là. On le voit très bien, on fait une EPU pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on va être appelé, puis après hop, ça s'éteint un petit peu. Et c'est vrai que diffuser ton appli sur les réseaux, puis au sein de nos réseaux locaux, avec le numéro de téléphone correspondant, c'est peut-être une bonne solution. Et en ça, peut-être le CNCH, vous pourriez nous aider, parce que vous avez quand même une grosse force de frappe à ce niveau-là. Ah, il y a aucun problème. On prépare une newsletter rapidement et ça part tout de suite. On a un adressage, on a environ 12 000 adresses email, mais c'est pas que des médecins, c'est des paramédicaux aussi. Et même sur nos réseaux sociaux, là, en ce moment, je veux pas, voilà, dire n'importe quoi, mais on a développé énormément les réseaux sociaux, un peu plus que la SFC. On a au moins 7 000 ou 10 000 followers sur Facebook. Et on sait très bien que voilà, les newsletters et le format papier, ça marche bien, mais il y a certains de nous qui prennent leur information de social media. Voilà. Donc, sans problème. Moi, ce que je propose, si vous voulez, c'est de rajouter, à part l'application on va médiatiser, peut-être les numéros de tous les centres en France qui prennent en charge ou de toutes les unités un peu de faire un sort d'inventaire national, ou sinon on peut juste envoyer voilà, à titre d'information l'application. Vous me dites et nous on fait. Eh bien, peut-être qu'on peut faire la première étape avec les mots-clés sur l'insuffisance cardiaque avancée en très simple. On peut y travailler avec Guillaume et ceux présents qui sont intéressés, et clairement l'application de Fabrice, si tu es OK, évidemment. Et puis, secondairement, c'est un travail qui concerne à la fois France Max, Radicatra et toutes les sociétés savantes, mais on est représentant d'un certain nombre d'entre elles ici. C'est recenser ces fameux numéros qui existent partout, pour pouvoir non pas mettre des noms parce que c'est toujours source de complications, mais au moins les numéros et les centres, comme ça le diffuser sur le CNCH en espérant comme ça faciliter les choses pour nos collègues libéraux ou de centres généraux. Je pense que ce qui est aussi important par rapport à ce qui vient d'être présenté aujourd'hui, et le référencement des patients et des organisations, je pense qu'on doit aller vers l'HAS, parce que ce qui a été développé, ces unités d'insuffisance cardiaque avancée, pour moi, c'est un centre de niveau 1 doit être labellisé, certifié. Pour qu'il soit certifié et labellisé, donc c'est la majorité de tous les centres qui font de la chirurgie de transplantation et d'assistance de longue durée, doivent avoir ces unités avec effectivement des référencements clairs et précis des patients. Et bien sûr, si on va vers l'HAS, il faut aussi qu'ils nous donnent les moyens. Je vois l'énergie qu'ils ont développée pour avoir ces infirmières, ces IPA, etc. À Rouen, visiblement, vous avez encore des difficultés pour avoir une infirmière coordinatrice d'assistance. C'est pas concevable en même temps que le service rendu est majeur et c'est un besoin de santé publique de prendre en charge ces patients. Mais on doit aller vers l'HAS en leur disant un centre de niveau 1, pour qu'il soit labellisé, il faut qu'il ait cette unité d'insuffisance cardiaque avancée et que les moyens humains, notamment infirmiers, soient présents pour accompagner cette équipe. C'est primordial. Alors, on va nous dire, il n'y a plus d'infirmières. C'est faux parce que dans tous les hôpitaux, il y a ces infirmières qui ont des problèmes de dos et d'épaule qui sont considérées comme inaptes aux soins courants. Mais comme nous, à Strasbourg, on les a pris comme infirmières coordinatrices d'assistance, de greffe, etc. Donc, c'est ça notre bataille, je pense, sur les semaines ou les mois à venir, c'est qu'on ait des labellisations de ces centres d'excellence et bénéficier de l'expérience de Rouen et de l'HEGP. C'est génial parce que c'est des systèmes qui fonctionnent et qui prouvent leur efficience. En sachant que l'ESC, je crois, la Société européenne de cardiologie, a fait une sorte de guidelines pour être labellisé et qu'effectivement en France, on n'est pas très impliqué dans l'ESC, mais je crois que l'ESC a proposé tout un tas de critères assez complexes pour pouvoir être labellisé centre tertiaire. Donc effectivement, après, il faudrait valoriser ça peut-être à l'échelle nationale et qu'on s'implique chacun dans nos centres à se faire labelliser. Mais je crois que c'est un énorme travail. Et là aussi, s'il n'y a pas des moyens mis en place, ça peut être compliqué. Et merci en tout cas à toutes et à tous pour ces échanges aujourd'hui. On voit qu'il y a de l'énergie, il y a des freins,
Il y en a un certain nombre qui sont bien identifiés, qui sont surmontables, donc on va essayer d'y travailler à l'avenir avec vous et avec les autres. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Guillaume. Non, bah, écoute, lancer le programme, je ne sais pas si tu as en tête la suite pour ECATRA. Reprise des cours, on va vous faire passer le programme assez prochainement parce qu'il n'est pas totalement finalisé, mais en tout cas, il y a des cours vraiment très, très intéressants qui arrivent avant la fin de l'année, où on va commencer à gentiment, mais sûrement basculer vers la partie assistance transplantation. Donc, ça va être vraiment intéressant avec des intervenants passionnants. Voilà, donc encore une fois, aujourd'hui, je vous remercie d'avoir été là. Les cours étaient, les présentations étaient mieux qu'attendu. Non pas que j'attendais une description, mais là, vous êtes rentré dans des détails. Il y a eu des tips incroyables et ça va servir, je pense, à toutes les équipes qui veulent justement se mettre à jour dans une éventuelle stratégie qui est la vôtre. Donc voilà, encore une fois, merci. Et puis, je crois qu'on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine présentation où je serai peut-être en compagnie d'El s'il accepte et s'il est disponible pour m'accompagner sur score de risque et score d'accès à la transplantation. Et puis moi, je vous parlerai éventuellement de l'accès soit au LVAD, soit à la transplantation, comment on oriente les patients vers l'un ou vers l'autre. Voilà. Encore une fois, merci à tout le monde. Bonne journée. Beaucoup. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.